L'Union soviétique envoyait des chars. La Finlande envoyait des rennes. Les rennes allaient plus vite. Il existe un type particulier d'avantage militaire qui n'apparaît pas dans la doctrine officielle, qui n'est pas étudié dans les écoles d'état-major et qui ne figure pas dans les analyses stratégiques que les généraux rédigent pour des gouvernements cherchant à comprendre pourquoi ils ont perdu. C'est l'avantage qui vient d'une connaissance si intime, si physique, si ancrée dans les générations d'un territoire, que ce territoire lui-même devient une arme. Pas une métaphore d'arme, une capacité opérationnelle réelle qu'une force d'invasion ne peut reproduire, quelle que soit sa taille, son équipement ou sa volonté politique. À l'hiver 1939, la Finlande possédait cet avantage sous une forme que les planificateurs soviétiques n'avaient pas prise en compte et ne pouvaient pas prendre en compte, car cela aurait exigé qu'ils comprennent quelque chose qu'ils n'ont commencé à saisir qu'au terme de toute la guerre. L'armée finlandaise n'a pas combattu l'hiver, elle s'en est servie. Et l'instrument par lequel elle s'en est servie, le socle logistique d'une armée opérant dans un terrain qui immobilisait les forces mécanisées, tuait les chevaux en quelques jours et réduisait à néant les chaînes d'approvisionnement classiques, était un animal que les soviétiques n'avaient pas inclus dans leurs calculs. Rangifère tarandus, le renne. Il faut préciser d'emblée ce que les rennes ne sont pas, car l'imaginaire façonné par un siècle de folklore nord-européen a donné à la plupart des gens une image presque totalement erronée pour un usage militaire. Les rennes ne sont pas décoratifs, ils ne sont pas dociles. Ce ne sont pas les créatures aux grands yeux des contes de saison. Ce sont des animaux de travail, façonnés par 10 000 ans d'évolution arctique pour accomplir une tâche avec une efficacité remarquable, transporter de lourdes charges sur un terrain enneigé à des températures qui tuent les autres animaux et les hommes qui dépendent d'eux. À l'hiver 1939, lorsque la 7e armée soviétique franchit la frontière finlandaise avec 450 000 hommes, 1500 chars et une direction politique convaincue que l'opération durerait 2 semaines, l'armée finlandaise comptait environ 300 000 hommes, quelques pièces d'artillerie, c'est presque pas de blindés, et plusieurs centaines de milliers de rennes. La guerre dura 105 jours. La Finlande ne la perdit pas. Les rennes n'étaient pas accessoires à ce résultat. Ils en constituaient la structure même. La température n'est pas la météo. À moins 40, c'est une condition tactique. L'isthme de Carélie et les forêts de l'Est de la Finlande en décembre 1939 offraient un environnement militaire que la planification opérationnelle soviétique avait abordé de la manière la plus dangereuse possible, en le reconnaissant, puis en ne l'intégrant pas correctement. Le froid était perçu comme une variable. Il n'était pas compris comme un multiplicateur de force pour le défenseur, de la manière spécifique qu'imposait le terrain. Voilà cette distinction entre voir le froid comme une condition affectant les deux camps de manière égale et le comprendre comme une condition que le défenseur peut exploiter et que l'attaquant ne peut pas, était le fait stratégique central de la guerre d'hiver, et il fallut près de 3 mois au commandement soviétique pour commencer à l'intégrer. À moins 30 degrés Celsius, ce qui n'était pas une valeur extrême dans l'intérieur finlandais cet hiver-là, mais une valeur courante. Un moteur diesel doit être préchauffé avant de démarrer. Le préchauffage prend du temps et produit des signatures thermiques visibles dans la forêt sombre. Un char qui s'est arrêté dans ces températures pendant plus de quelques heures peut ne plus redémarrer sans équipement et sans carburant venant d'ailleurs. Cet ailleurs, c'est une ligne d'approvisionnement. Une ligne d'approvisionnement dans les forêts finlandaises en hiver 1939 était une route, et les routes dans l'intérieur du pays étaient peu nombreuses, étroites et connues des Finlandais avec la précision d'hommes qui les empruntaient depuis l'enfance. Les colonnes blindées soviétiques qui pénétrèrent en Finlande se déplacèrent le long de ces routes faute d'alternative. Elles étaient visibles dès le moment où elles franchissèrent la frontière. On les entendait bien avant de les voir, et elles étaient, au sens militaire précis qui importe, figées. Une colonne de chars sur une route unique dans une forêt ne peut pas manœuvrer. Elle peut avancer ou reculer, et lorsqu'elle s'arrête, elle devient une cible. Les soldats finlandais qui affrontèrent ces colonnes ne le faisaient pas avec une puissance de feu équivalente.
et qu'il les attaquait avec des cocktails Molotov et des charges explosives, ainsi qu'avec la créativité tactique propre à des hommes combattant dans un terrain qu'ils avaient chassé, cultivé et habité depuis leur naissance, surgissant de forêts que les soldats soviétiques ne pouvaient pas traverser, frappant simultanément l'avant et l'arrière des colonnes pour créer des poches que le terrain empêchait de dégager, puis disparaissant dans les arbres avant qu'une riposte ne puisse s'organiser. C'est ce que les Finlandais appelaient les tactiques de Moti, du mot finnois désignant 1 mètre cube de bois de chauffage, l'unité dans laquelle les forêts étaient mesurées et vendues. Un moti était une poche encerclée. Les Finlandais découpèrent les colonnes soviétiques en motis comme un bûcheron coupe du bois, méthodiquement et en connaissant le fil. Mais les tactiques de Moti exigent de la mobilité. Et la mobilité dans l'Arctique finlandais exigeait quelque chose que l'armée soviétique n'avait pas et que l'armée finlandaise possédait. Personne n'a entraîné les rennes. Ils se sont formés eux-mêmes sur 10 000 ans. Les rennes ne sont pas devenus un atout militaire à l'hiver 1939 parce qu'un général finlandais a pris une décision. Ils le sont devenus parce que le peuple sami du nord de la Scandinavie et de la Finlande avait passé 10 000 ans à en faire un tel atout, non pas pour la guerre, mais pour la même raison fondamentale. Survivre dans un environnement arctique exige de déplacer de lourdes charges sur un terrain enneigé à des températures qui tuent les chevaux et épuisent les hommes. Le renne avait résolu ce problème bien avant qu'on lui demande de le résoudre pour une armée. La relation entre les Samis et le renne n'est pas une domestication au sens où le bétail est domestiqué. C'est quelque chose de plus complexe et de plus efficace. Le renne n'est pas totalement apprivoisé. Il conserve les caractéristiques évolutives d'une proie, la méfiance, l'endurance, la capacité à se déplacer instinctivement dans un terrain que des navigateurs humains ne peuvent franchir qu'avec des instruments. Ce que les Samis avaient en fait au fil des millénaires n'était pas de supprimer ces caractéristiques, mais de travailler avec elles, en développant une connaissance du comportement du renne si fine et si profondément ancrée dans la pratique qu'un éleveur Sami pouvait lire la capacité et le tempérament d'un animal individuel comme un agriculteur finlandais lit sa terre. Cette connaissance constituait le socle de la capacité militaire. Sans elle, le renne n'était qu'un animal dans la neige. Avec elle, il devenait un système logistique. Un renne en bonne condition peut tirer un pulka, le traîneau bas Sami conçu pour la neige arctique, chargé de 200 kg à travers un terrain qui arrêterait un cheval en moins d'1 kilomètre. Il peut le faire à des vitesses qu'un homme à ski peut suivre sur de courtes distances et ne peut pas soutenir sur de longues. Il n'a pas besoin de la nourriture contrôlée qu'exigent les chevaux en hiver, car il gratte la neige pour trouver le lichen, la plante arctique qu'il a évolué pour digérer, couvrant ses besoins nutritionnels à partir d'un terrain qui n'offre rien d'évident à l'œil d'un homme venu du sud. Il n'a pas besoin de la gestion thermique qu'exigeont les chevaux, car il est physiologiquement adapté au froid d'une manière qui surprendrait un vétérinaire militaire, le découvrant pour la première fois. Ses voies nasales réchauffent et humidifient l'air avant qu'il n'atteigne les poumons. Ses membres fonctionnent à des températures proches du gel, sans subir de dommages vasculaires, car son système circulatoire régule la distribution de la chaleur d'une manière qu'aucun ingénieur humain n'a encore améliorée. Il ne panique pas dans l'obscurité, ni sous le bruit de l'artillerie comme les chevaux, non pas parce qu'il est courageux, mais parce que sa réaction de menace est calibrée pour les loups, et qu'il a évolué pour fuir les loups, puis s'arrêter quand le loup disparaît, au lieu de rester dans cet état d'alarme physiologique prolongé qui tue les chevaux sous un bombardement continu. Ces caractéristiques étaient assez connues des Samis depuis des générations. Elles étaient reconnues de l'armée finlandaise à l'hiver 1939, parce que l'armée finlandaise avait eu la sagesse de demander à ceux qui savaient. Une colonne de rennes en forêt dense ne produit aucun bruit qui porte au-delà d'un coup de fusil. Une colonne de chars s'entend à 20 km. L'intégration opérationnelle des rennes dans la chaîne logistique militaire finlandaise pendant la guerre d'hiver n'était pas une capacité planifiée, au sens où les armées modernes planifient leurs capacités.
C'était une solution de circonstance devenue indispensable avec une rapidité qui reflétait l'échec complet des alternatives conventionnelles. Les chevaux, race animale de trait standard des armées européennes en 1939, n'étaient même pas fonctionnels dans l'Arctique finlandais en décembre. Ce n'est pas une affirmation générale sur les chevaux, c'est une constatation précise concernant des chevaux exposés à des températures inférieures à -20 dans un terrain nécessitant des déplacements prolongés dans une neige profonde sans alimentation adéquate. Dans ces conditions, les chevaux perdèrent rapidement leurs conditions, avaient besoin d'une nourriture qu'ils ne pouvaient pas trouver eux-mêmes et produisaient du bruit et des odeurs qui ruinaient la discrétion sur laquelle reposaient les tactiques finlandaises. L'armée finlandaise disposait de chevaux au début de la campagne. Elle en avait beaucoup moins en état de fonctionner à mesure que la campagne avançait. Les colonnes de rennes qui remplacèrent et complétèrent les animaux de trait conventionnels pour le transport des approvisionnements opéraient d'une manière que la reconnaissance soviétique était structurellement incapable de suivre. Une colonne de Pulka se déplaçant dans une forêt dense par une nuit de décembre, 20 ou 30 animaux tirant des charges de munitions, de matériel médical, de nourriture et de blessés vers l'arrière, avançaient avec le silence particulier des choses façonnées par l'évolution. La neige absorbait les sons. Les animaux n'avaient pas besoin d'ordre porté à distance. Les conducteurs samis et finlandais communiquaient à voix basse et par ce langage corporel spécifique à des hommes ayant travaillé avec ces animaux toute leur vie. La colonne laissait des traces que la chute de neige suivante effaçait. Ont-elles emprunté des itinéraires qui n'étaient pas des routes, qui n'apparaissaient pas sur les cartes militaires établies par les services soviétiques à partir de la cartographie civile finlandaise, parce que ce n'étaient pas des routes au sens où un cartographe les aurait indiquées. C'étaient les trajets que les rennes avaient toujours suivis dans ces forêts, inscrits dans la propre compréhension du terrain par les animaux et accessibles à leurs conducteurs grâce au savoir transmis de génération en génération sur où les animaux allaient et pourquoi. La reconnaissance aérienne soviétique cherchait des routes. Elle cherchait les signes d'un mouvement mécanisé, traces de véhicules, voies dégagées, dépôts de carburant et zones de regroupement dont dépendait la logistique conventionnelle. Les colonnes de rennes ne produisaient pas ces signatures. Elles traversaient la forêt, en disparaissaient et ne laissaient rien qu'une photographie prise d'altitude puisse interpréter comme une opération de ravitaillement. Les tactiques de Moti que l'infanterie finlandaise utilisait contre les colonnes soviétiques nécessitaient un ravitaillement constant pour fonctionner. Une poche qui encercle une force ennemie doit maintenir la pression, doit être alimentée en munitions et doit pouvoir évacuer ses blessés. Sans ravitaillement, les hommes qui tiennent la poche deviennent aussi immobiles que ceux qui y sont enfermés. Les colonnes de rennes constituaient le système logistique qui rendait le Moti durable. Sans elles, l'ingéniosité tactique du fantassin finlandais aurait manqué de munitions et aurait gelé au bord de la route. Ce n'étaient même pas des soldats qui avaient appris à manier des rennes. C'étaient des éleveurs à qui l'on avait remis des fusils. L'armée finlandaise pendant la guerre d'hiver était une armée de réservistes. Cette description contient plus d'informations qu'elle n'en a l'air. Une armée de réservistes est composée d'hommes qui sont retournés à la vie civile après leur service militaire de base et qui reprennent l'uniforme lorsqu'on les appelle. En Finlande, en 1939, ces vies civiles étaient fortement ancrées dans les forêts, les fermes et les communautés de pêche d'un pays où la majorité de la population entretenait une relation directe et pratique avec la terre que la plupart des armées urbaines n'avaient pas. Les hommes mobilisés n'étaient pas des ouvriers d'usine, ni des employés de bureau devant apprendre les bases du déplacement en hiver. Beaucoup étaient des agriculteurs qui chassaient pour compléter leur alimentation, des bûcherons qui passaient leurs hivers en forêt, et dans le nord, des éleveurs samis dont toute l'identité professionnelle était organisée autour de la gestion des rennes sur un terrain arctique. Ces hommes n'ont pas été affectés à des unités logistiques de rennes parce qu'un officier du personnel aurait identifié une compétence pertinente et les aurait orientés en conséquence.
Le système militaire finlandais de 1939 n'était pas organisé avec ce degré de précision. Ils se sont retrouvés à travailler avec les animaux parce que les animaux étaient là, parce qu'ils étaient ceux qui savaient s'en occuper, et parce que l'armée était suffisamment pragmatique pour utiliser ce qui était disponible. Ce pragmatisme, donc cette capacité à s'organiser autour des moyens plutôt que de la doctrine, caractérisait la réponse militaire finlandaise à l'ensemble du conflit. Ils ne disposaient pas de ce qu'exige une armée conventionnelle. Ils disposaient de ce que produisait la Finlande et ils ont construit leur tactique et leur logistique autour de cela. Un éleveur sami, dirigeant une colonne de Pulka pendant la guerre d'hiver, n'accomplissait pas un rôle militaire défini et appris à l'avance. Il accomplissait le rôle qu'il avait toujours tenu. Déplacer des animaux dans un terrain difficile avec des charges, lire la neige pour en estimer la profondeur et la croûte, lire les animaux pour en comprendre l'état et le tempérament, prendre les 1000 petites décisions qu'exige la gestion de rennes de travail en hiver arctique. Le contexte militaire ajoutait la nécessité de le faire à proximité de tirs d'artillerie et d'armes légères dans l'obscurité, sur des itinéraires choisis autant pour leur discrétion que pour leur efficacité, sans possibilité de s'arrêter lorsque les conditions devenaient difficiles, parce que les hommes du Moti avaient autant besoin de ce qui se trouvait sur le Pulka. Les éleveurs samis qui faisaient cela n'étaient pas célébrés à l'époque et ne l'ont guère été depuis. Ils faisaient leur travail, tel qu'ils le comprenaient, dans un uniforme qu'on leur avait remis avec un fusil qu'ils savaient déjà utiliser. Un train sanitaire ne peut pas traverser 2 mètres de neige. Un Pulka le peut. Là, l'un des problèmes opérationnels que le commandement militaire finlandais n'avait pas entièrement résolu avant le début de la guerre d'hiver était l'évacuation des blessés. Le problème est simple dans sa formulation et grave dans ses conséquences. Un homme blessé lors d'un engagement de Moti dans la forêt finlandaise en décembre l'est en un point qui peut se trouver à 20 km de la route la plus proche, accessible à un véhicule, dans des températures qui le tueront par exposition, avant même que la blessure ne le fasse s'il n'est pas rapidement transporté vers un abri et des soins. La solution militaire classique à ce problème est l'ambulance motorisée sur route et l'ambulance de campagne en première ligne. Ces 2 solutions nécessitent des routes. Dans l'intérieur de la Finlande, en hiver 1939, et les routes étaient occupées par les colonnes soviétiques ou à portée de leur artillerie ou inexistantes dans la direction où l'évacuation devait se faire. Le Pulka tiré par des rennes était utilisé pour le transport des blessés en milieu arctique, bien avant que des armées n'existent pour produire des blessés. Les Samis transportaient des personnes blessées ou malades en Pulka à travers l'Arctique depuis aussi longtemps qu'ils utilisaient ces animaux. Le centre de gravité bas du traîneau et sa glisse sur la neige profonde offraient un transport qui, selon les standards des évacuations en hiver arctique, était relativement stable. L'autonomie de l'animal signifiait qu'une colonne d'évacuation n'avait pas besoin d'emporter de nourriture. Le silence de la colonne lui permettait de se déplacer en terrain contesté sans révéler sa position aux forces soviétiques qui contrôlaient les routes. Les unités médicales finlandaises ont improvisé des systèmes d'évacuation des blessés à l'aide de rennes pendant la guerre d'hiver, avec une rapidité qui reflétait l'absence d'alternative. Un homme blessé était installé dans un Pulka, protégé du froid avec les moyens du bord, puis transporté à travers la forêt par un conducteur connaissant le terrain jusqu'à un point de rassemblement qui pouvait être une ferme ou une grange plutôt qu'une installation médicale. À partir de ce point, si la situation routière le permettait, un transport motorisé acheminait le blessé plus loin vers l'arrière. Sinon, une autre colonne de rennes prenait le relais. Le système n'était pas élégant. Il fonctionnait dans des conditions où rien d'autre ne fonctionnait, et les hommes qu'il extrayait de la forêt pour les conduire vers des soins médicaux étaient en vie grâce à lui, en nombre qu'un système d'évacuation classique opérant dans le même terrain n'aurait pas permis d'atteindre. Les blessés soviétiques dans les Moti n'avaient pas cette option. Leur voie d'évacuation était les routes, et les routes étaient précisément ce que les Finlandais disputaient. Les pertes soviétiques dans les poches de Moti s'accumulaient plus vite qu'elles ne pouvaient être traitées, dans des conditions que le système médical soviétique
n'avaient pas été organisés pour gérer au sein de formations encerclées et coupées de leur ravitaillement. Le renne, impossible à détruire par l'artillerie parce qu'invisible dans la forêt, était l'une des raisons pour lesquelles les hommes à l'intérieur de la poche et ceux à l'extérieur vivaient l'hiver finlandais de manière différente. Ils ont acquis la doctrine. Ils n'ont pas pu acquérir les 10 000 ans qui l'avaient précédé. L'Union soviétique n'a pas perdu la guerre d'hiver au sens conventionnel. La Finlande a cédé des territoires importants, l'isthme de Carélie et d'autres régions que la Finlande considérait comme essentielles à sa géographie nationale et que l'Union soviétique exigeait comme zone tampon face à un futur conflit avec une puissance occidentale susceptible d'utiliser la Finlande comme voie d'accès. La guerre s'est terminée le 13 mars 1940 par un traité de paix qui accordait aux Soviétiques plus ou moins ce qu'ils avaient initialement demandé, tout en laissant à la Finlande son indépendance, ce pourquoi elle s'était battue. Mais le haut commandement de l'armée rouge avait compris avant même la signature de la paix que quelque chose s'était très mal passé dans l'exécution opérationnelle et que cela ne pouvait pas s'expliquer uniquement par l'habileté défensive finlandaise. Le rapport de force sur le papier, 450 000 soldats soviétiques contre la totalité des forces mobilisées finlandaises, n'avait pas produit les résultats que les calculs prévoyaient. Les Soviétiques avaient perdu, selon leurs propres estimations internes, suffisamment sensibles politiquement pour rester classifiés pendant des décennies, entre 125 000 et 170 000 hommes tués. Les estimations finlandaises étaient encore plus élevées. Les Finlandais avaient assez perdu environ 25 000 hommes. Ce ne sont pas les chiffres qu'on attend d'une opération policière de 2 semaines menée avec succès contre un petit voisin. L'analyse après action menée par l'armée soviétique a mis en évidence plusieurs défaillances. La structure de commandement était rigide au point d'empêcher l'adaptation locale. Les officiers ne pouvaient pas prendre de décision sans autorisation supérieure, ce qui, dans une situation tactique évoluant rapidement en forêt dense, signifiait que les décisions arrivaient trop tard, voire pas du tout. L'équipement n'avait pas été correctement préparé pour des températures pourtant identifiées lors de la planification. Et le système logistique avait échoué d'une manière précise que les analystes ont tenté de corriger avant la campagne hivernale suivante. L'armée soviétique s'est dotée de rennes. Elle a acquis des éleveurs samis, ainsi que des connaissances finlandaises, norvégiennes et sibériennes des logistiques arctiques. Elle a construit, avec une efficacité raisonnable et d'importantes ressources d'État, une capacité qui n'existait pas lorsque les premières colonnes avaient franchi la frontière finlandaise. Ce qu'elle ne pouvait pas acquérir, c'était la relation entre une population donnée et un paysage donné qui avait produit la capacité finlandaise à l'origine. Les éleveurs samis qui dirigeaient les colonnes de rennes finlandaises pendant la guerre d'hiver ne suivaient pas un manuel. Ils exprimaient un savoir qui n'avait pas de manuel parce qu'ils n'en avaient jamais eu besoin. Ils se transmettaient de grands-parents à petits-enfants, comme tout savoir fondé sur l'expérience directe, imparfait dans les textes, ou jeu complet dans la pratique sur des décennies. Un officier logistique soviétique, comprenant la valeur opérationnelle du transport par rennes et ayant lu tout ce qui avait été écrit à ce sujet, n'était pas l'équivalent d'un homme ayant passé 30 hivers à déplacer des animaux dans ce type précis de forêt et sachant, sans y réfléchir, quel itinéraire ils emprunteraient et pourquoi. Ce savoir instinctif était la capacité. Tout le reste n'en était que la description. L'armée soviétique a élaboré une doctrine logistique arctique intégrant le transport animal, y compris les rennes, dans les années suivant la guerre d'hiver. Cette doctrine lui a servi lors du conflit ultérieur avec l'Allemagne, notamment dans les opérations sur le front arctique, où les conditions de terrain étaient similaires à celles de la Finlande. Elle était utile, et elle n'était pas la même chose que ce que l'armée finlandaise avait utilisé en 1939. Rien de ce qui peut être construit dans le temps disponible avant une nouvelle guerre n'est jamais tout à fait identique à ce qui a poussé sur place pendant des siècles. La Finlande entra de nouveau en guerre en 1941. Les rennes n'avaient pas été démobilisés. La paix de mars
1940 dura 15 mois. Lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique en juin 1941 et que la Finlande entra dans le conflit, ce que ses dirigeants politiques et militaires qualifièrent de guerre distincte visant à récupérer les territoires perdus lors de la guerre d'hiver, les leçons logistiques de 1939 n'avaient pas été oubliées. L'armée finlandaise mobilisée à l'été 1941 n'était plus la force improvisée qui avait combattu lors de la guerre d'hiver avec des réservistes qui sont ceux de l'ingéniosité et les ressources du terrain. C'était une force qui avait eu 15 mois pour transformer une nécessité en capacité délibérée. Le système logistique à base de rennes, qui avait fonctionné par improvisation pendant la guerre d'hiver, devint, durant la guerre de continuation, un élément planifié des opérations militaires finlandaises dans le Nord. Les formations de Laponie de l'armée finlandaise, opérant dans un territoire présentant les mêmes défis logistiques qu'en 1939, intégrèrent le transport animal au ravitaillement motorisé dans un système utilisant chaque moyen là où il était efficace. Sur les routes et dans des conditions permettant le transport motorisé, celui-ci était utilisé. Dans la forêt, dans la neige profonde, dans les terrains restant inaccessibles à tout ce qui possède roues ou chenilles, les colonnes de rennes se déplaçaient. Les éleveurs samis qui les avaient dirigés pendant la guerre d'hiver étaient toujours là. Ils possédaient le même savoir. Les animaux avaient les mêmes capacités. Le terrain n'avait pas changé. La guerre de continuation dura jusqu'en 1944 et se termina par un second règlement territorial entre la Finlande et l'Union soviétique. La Finlande perdant les gains réalisés pendant le conflit et acceptant des conditions d'armistice incluant d'importantes réparations ainsi que l'obligation d'expulser les forces allemandes de son territoire, ce qui donna lieu à la guerre de Laponie. Un conflit distinct durant lequel les forces finlandaises combattirent les troupes allemandes dans le nord du pays, à l'automne et à l'hiver, 1944. Dans ces trois phases de guerre, le nord arctique présentait les mêmes problèmes logistiques et les rennes apportaient les mêmes solutions. Les animaux n'ont pas reçu de reconnaissance pour cela. Ils ne sont pas mentionnés dans les histoires militaires officielles avec la même importance que la ligne Mannerheim, les tactiques de Moti ou les tireurs d'élite finlandais dont les performances individuelles ont attiré l'attention des observateurs militaires du monde entier. Ils apparaissent dans les registres de ravitaillement et dans les mémoires d'officiers ayant servi dans le Nord comme une ressource pratique utilisée efficacement. Cette description est à la fois juste et insuffisante. Le système logistique le plus efficace de l'Arctique finlandais n'a pas été conçu. Il a évolué. La guerre d'hiver est étudiée dans les académies militaires pour les tactiques de Moti, mais pour la capacité des tireurs d'élite finlandais, pour l'échec du commandement et du contrôle soviétique en terrain complexe, pour l'écart de performance entre un défenseur motivé, doté d'une connaissance locale, et une force attaquante plus importante, disposant d'avantages conventionnels. Tous ces sujets sont légitimes et contiennent des enseignements appliqués avec plus ou moins de succès dans des conflits ultérieurs par des armées ayant prêté attention à ce qui s'est passé dans les forêts finlandaises à l'hiver 1939. Ce qui est moins étudié parce qu'il est plus difficile à formaliser en doctrine et plus difficile à enseigner en salle de classe, c'est la dimension logistique. Les colonnes de rennes qui alimentaient les motis ne constituent pas une leçon que l'on peut abstraire et appliquer simplement. On ne peut pas dire à une armée d'utiliser des rennes parce que l'armée finlandaise l'a fait efficacement. Elle l'a fait efficacement parce que les hommes qui les manipulaient disposaient de 10 000 ans de savoir institutionnel inscrit dans la relation entre une population, un animal et un paysage. Cette combinaison n'est pas reproductible à la demande. Elle existe là où elle existe parce qu'elle y a grandi. Ce que l'on peut extraire, c'est le principe sous-jacent à cette capacité. L'armée finlandaise, pendant la guerre d'hiver, a réussi sa logistique, non pas parce qu'elle disposait de la bonne doctrine ou du bon équipement, mais parce qu'elle a organisé sa capacité réelle autour de ce qui était réellement disponible, plutôt que de ce que la doctrine disait devoir l'être.
Elle a observé les hommes dont elle disposait, a identifié ce qu'ils savaient réellement faire et construit un système à partir de ce savoir. Le résultat fut un réseau logistique que la reconnaissance soviétique ne pouvait pas détecter, qui fonctionnait à des températures détruisant les alternatives classiques et qui soutenait des opérations tactiques dans un terrain que les attaquants n'avaient pas su maîtriser. Les hommes qui ont construit ce système n'étaient pas des officiers logistiques titulaires de diplômes avancés en gestion de chaînes d'approvisionnement. C'étaient des éleveurs samis armés de fusils et des agriculteurs finlandais qui transportaient des charges dans ces forêts depuis toujours. On leur a posé un problème. Comment maintenir les hommes d'Émoty approvisionnés lorsque les routes avaient disparu, que les chevaux échouaient, est-ce que la température était de -30 et que l'artillerie soviétique se trouvait quelque part dans l'obscurité? Ils l'ont résolu avec ce qu'ils avaient, les animaux, le savoir et le terrain. Les rennes tiraient les poulkas à travers la forêt, trouvaient leur propre nourriture sous la neige, ne laissaient aucune signature qu'un avion puisse détecter, apportaient les munitions aux hommes qui en avaient besoin et ramenaient les blessés. Ils ne faisaient pas cela parce que quelqu'un avait décidé qu'ils le devaient. Ils le faisaient parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Des animaux évolués pour cet environnement précis, guidés par des personnes qui les comprenaient, au service d'une armée assez lucide pour utiliser ce que la Terre lui offrait. L'Union soviétique disposait de chars, d'artillerie, d'avions et de 450 000 hommes. Mais la Finlande avait la forêt, le froid et les hommes qui y avaient toujours vécu. Les rennes étaient la part de cet avantage que les Soviétiques pouvaient observer sans jamais vraiment la reproduire, car ce qui la rendait efficace n'était pas visible de l'extérieur et ne pouvait ni s'acheter ni se fabriquer dans le temps disponible. Ils étaient secrets, non parce que quelqu'un les gardait secrets. Ils étaient secrets parce que le savoir qui les faisait fonctionner n'avait jamais eu besoin d'être écrit. Dites-nous en commentaire, le renne est-il l'arme la plus sous-estimée de l'histoire de la guerre moderne? Ou connaissez-vous un animal qui a changé le cours d'un conflit de manière plus décisive? Donnez votre réponse ci-dessous. Abonnez-vous pour le prochain chapitre de l'histoire des armées qui ont gagné grâce à ce que la Terre leur offrait. Si cette histoire vous a marqué, laissez un like pour que l'algorithme la propose à tous les passionnés d'histoire qui ne nous ont pas encore découverts. Partagez-la avec quelqu'un qui pense que la logistique est ennuyeuse. Maintenant, regardez cette prochaine vidéo.